Bonjour Monsieur Safir, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, d'avoir accepté à participer dans cette interview. Merci Diana, c'est un plaisir, toujours. Et merci beaucoup à la librairie du Globe qui nous a accueillis aujourd'hui pour cette interview. Merci beaucoup. Спасибо большое. Спасибо. Monsieur Safir, pourriez-vous nous parler aujourd'hui du vestige de l'époque communiste dans la Russie actuelle? Alors, c'est une question qui a été âprement débattue immédiatement après 1991-1992, et à cette époque-là, toute une série d'intellectuels, et en particulier le courant libéral, avait dans l'idée que le système soviétique, qui a quand même duré 70 ans, avait d'une certaine manière façonné les institutions, façonné les hommes, et qu'il y avait des héritages soviétiques dont il faudrait se débarrasser, mais on ne savait pas. Des gens disaient oui, on s'en débarrassera relativement rapidement, d'autres disaient non, ça risque de prendre plus de temps, 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc. Alors, le problème qu'il y a déjà, c'est que très souvent, ces héritages qui existent, indiscutablement, ne sont pas tant soviétiques que russes. Parce que quand on connaît un petit peu l'histoire et la sociologie de l'Union soviétique, on se rend compte que très rapidement, il y a toute une série, je dirais, de tics de comportement, de méthodes de comportement, qui se sont coulées dans, je dirais, l'héritage russe. Alors, par exemple, le fait de considérer que la société est divisée entre nous, les nôtres, et eux. Alors oui, c'est quelque chose qui, évidemment, est d'une certaine manière un héritage soviétique, mais c'est aussi un héritage russe. Et là, de manière très intéressante, ce sont plutôt les libéraux qui étaient, je dirais, les plus anti-soviétiques dans la Russie, qui l'ont repris et qui ont reconstitué cette division très nette de l'espace politique entre eux et nous. Eux, cette masse que l'on accuse très souvent d'être encore acquise aux idées soviétiques, et c'est vrai d'ailleurs qu'il y avait une certaine nostalgie pour toute une série de raisons par rapport à l'Union soviétique, et nous, qui sommes les porteurs de la nouvelle Russie, qui sommes les porteurs de l'avenir. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement pervers, parce que, en fait, ça veut dire que, d'une certaine manière, ceux qui veulent mettre, qui prétendent, plus exactement, vouloir mettre fin au système soviétique, ça va être les mêmes qui vont en réalité reproduire par leur comportement toute une série d'héritages, alors qui peuvent être soviétiques, mais qui peuvent être aussi, qui sont très largement en réalité russes. Donc voilà, ça c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que un certain nombre de choses qui ont été dans les discussions d'intellectuels, dans les articles, dans les journaux, qui ont été attribuées à l'héritage soviétique, venaient effectivement de quelque chose de beaucoup plus ancien. Alors que ce soit le fait que quelqu'un a du pouvoir, non pas en raison de l'institution qu'il représente, qu'il soit élu ou qu'il soit désigné par le gouvernement, mais tout simplement à cause de ses relations personnelles avec le chef, le Natchalnik. Ça c'était évident sous Yeltsin, ça redevient évident avec Vladimir Poutine. Bon. Et ça, ce n'est pas en réalité un héritage soviétique, c'est un héritage profondément russe. Parce qu'il faut toujours se souvenir que la Russie impériale, elle a une noblesse, évidemment, mais cette noblesse n'est nullement comparable à ce qu'était la noblesse en France, en Grande-Bretagne, dans les États allemands de l'époque. C'est une noblesse qui d'emblée a été créée par le tsar, dont en réalité toute la légitimité renvoie à la légitimité du tsar. Ce qui est très différent, par exemple, si vous regardez sur le statut de la noblesse au XVIIIe siècle, un auteur
qui est pourtant un fervent partisan de la noblesse, comme le duc de Saint-Simon, il explique que le roi n'est roi qu'en raison d'un mandat que lui a confié la noblesse. Autrement dit, la noblesse préexiste au roi et elle désigne un homme, le roi, avec des règles de succession très précises, pour la représenter, mais ce roi viendrait à disparaître, et toute sa famille viendrait-elle à disparaître, le pouvoir reviendrait à la noblesse. Il n'y a rien de tel dans l'histoire russe, si vous voulez. Dans l'histoire russe, en tous les cas, l'histoire depuis Ivan III, depuis Ivan le Terrible, Ivan IV, depuis Pierre le Grand encore plus, c'est l'histoire d'une noblesse qui est entièrement créée par le pouvoir du tsar. Et ça a une importance évidente dans cette relation cette relation personnelle, d'une certaine manière, entre des grands administrateurs et la personne qui est au pouvoir. L'idée d'avoir des administrateurs qui soient, d'une certaine manière, indépendants du dirigeant, bon, ce qui est une idée qui a été assez courante, par exemple en France, qui l'est malheureusement de moins en moins, parce que, d'une certaine manière, on voit que le système français commence à dériver vers la Russie ou ce genre de système. Même chose aux États-Unis, vous avez le spoil system, qui fait qu'évidemment, beaucoup de gens ont intérêt à être le plus proche possible du président. Bon, mais ça n'existait pas, par exemple, dans les années 50, dans les années 60. Vous aviez des grands administrateurs qui étaient parfois même pas du parti du président ou du parti du Premier ministre, et qui avaient une autorité naturelle, légitime, en raison de leur fonction. Là, on n'a pas du tout ce type de système. Et là, effectivement, c'est un héritage qui me semble plus un héritage russe qu'un héritage soviétique, même si, évidemment, le système soviétique a renforcé le poids de cet héritage. Alors, où peut-on trouver quelque chose de véritablement soviétique ? Eh bien, je crois dans cette idée qu'il y a, d'une certaine manière, et dans l'esprit des gens, c'est très net, deux administrations. Comme il y avait du temps soviétique, vous vous souvenez évidemment, l'administration d'État et l'administration du parti. Et tout le monde savait laquelle était la vraie administration. Alors, non pas que le parti faisait tout, loin de là, mais quand il y avait un conflit entre l'administration d'État et l'administration du parti, c'était l'administration du parti qui avait le dernier mot. Et ça, cette idée qu'on est dans un système où il y a une administration formelle et une administration réelle, ce qui, dans le langage actuel, si vous voulez, en France et dans les pays occidentaux, ça peut correspondre à l'idée d'État profond, en fait, et bien ça, c'est une idée qui est largement soviétique. Et pas seulement soviétique, parce qu'il y avait quand même des traces de ce système dans la Russie impériale, mais il est très clair que c'est quelque chose qui a été très largement renforcé, construit par le système soviétique. Autre chose, dans la question, par exemple, de la protection sociale. Alors, c'est un point important parce que très souvent, en Occident, on vit dans l'idée que le système soviétique, ils avaient une protection sociale généralisée. Alors, bon, bien sûr, comme l'Union soviétique était plus pauvre que nous, ils ne pouvaient pas avoir tout ce que nous avons, mais que, grosso modo, l'éducation était gratuite, il y avait plein de choses. La question est beaucoup plus complexe. En réalité, et ça c'est typiquement un héritage soviétique, la protection sociale a été reconstruite à partir de la fin des années 20 et dans les années 30 comme une protection sociale de l'entreprise et non pas comme une protection sociale généraliste. Par exemple, en France, vous pouvez changer 10 fois dans votre vie d'entreprise, vous aurez toujours la protection sociale qui vous protège. En Union soviétique, très souvent la protection, alors il y avait une base de protection sociale qui était généraliste, mais
le reste de la protection sociale, elle était très liée à l'entreprise dans laquelle vous travaillez et à votre ancienneté d'emploi que vous aviez dans cette entreprise. Et il faut savoir que la raison pour laquelle ce système s'est développé en Union soviétique, c'est qu'il y a eu, lors de l'industrialisation, alors si vous voulez, des deux premiers plans quinquennaux, il y a eu une pénurie de travailleurs, je dirais même pas qualifiés, de travailleurs ayant un petit peu l'habitude du travail industriel, mais ça pouvait être extrêmement ténu, hein, cette habitude, que les entreprises ont commencé à se débaucher les unes les autres les travailleurs. Il y a même eu, et d'ailleurs c'est dénoncé dans la presse soviétique, quand j'ai fait ma première thèse, ma thèse de troisième cycle, j'avais trouvé toute une série d'articles dans la Pravda, dans le journal des syndicats, dans Trud, bon, qui dénonçaient cela, mais si on les dénonce, c'est que ça a une réalité, hein, c'est que ça existe, c'est des choses qui existent, qui se lançaient des concours en disant « Ah bon, tu m'as débauché 50 ouvriers ingénieurs, ben je vais t'en débaucher 100. » etc. Et à un moment donné, le pouvoir soviétique a dit « Mais c'est plus possible. Il faut stabiliser les ouvriers, les ingénieurs, les contremaîtres dans une entreprise. » Parce qu'il faut savoir, et là, il y a des statistiques qui avaient été faites, dans les années 1932-1934, la durée moyenne d'un travailleur dans une entreprise, c'était grosso modo de 6 mois. Donc bien sûr, il y avait des gens qui restaient plus, mais ça veut dire qu'il y avait des gens qui restaient beaucoup moins, qui tous les 3 mois changeaient d'entreprise parce qu'ils cherchaient un meilleur salaire. Et donc, pour stabiliser les gens, on a eu cette idée de lier la protection sociale, en tout cas une partie de la protection sociale, à l'ancienneté dans l'entreprise et à l'entreprise elle-même. Qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne un système où on a eu, et on a toujours en réalité, une forme de responsabilité sociale des entreprises qui est un héritage de ce qui s'est passé dans la société soviétique. Alors, même si cet héritage, si vous voulez, n'est pas du tout lié à l'idéologie soviétique, comme je l'ai expliqué, ça a été la réponse à une situation de crise particulière, pour ça qu'on a mis en place ce système, mais néanmoins, ça a effectivement construit quelque chose, et aujourd'hui encore, dans les grandes entreprises, on voit qu'il y a une forme de protection sociale, qui vient s'ajouter évidemment à la protection sociale généraliste qui est offerte par l'État, qui est une protection sociale d'entreprise, et qui est très liée, elle aussi, à l'ancienneté du travailleur, alors que ce soit un ouvrier, un contremaître, un ingénieur, dans cette entreprise. Chose encore plus intéressante, c'est que des entreprises occidentales, je vais citer une entreprise française, Yves Rocher, quand elles ont voulu se développer en Russie, ont été obligées de reprendre ce système. Et vous avez eu dans les années 90 cette chose assez intéressante. J'avais des étudiants qui travaillaient, enfin, qui faisaient leur thèse sur ce qui se passait en Russie, sur l'économie russe, et qui, par ailleurs, travaillaient, soit parce qu'ils n'avaient pas de bourse, soit parce que c'était l'entreprise Yves Rocher qui leur offrait une bourse, bon, qui travaillaient pour des entreprises françaises. Et le problème s'est posé parce que l'entreprise française, et c'est la même chose avec les entreprises américaines, allemandes, etc., elle arrive en Russie, et elle dit, bon, écoutez, la protection sociale, ce n'est pas notre domaine. C'est le domaine de l'État, ou le domaine d'un accord entre l'État, les syndicats, bref, c'est de la négociation collective générale. Nous, on vous donne un salaire, et puis c'est tout. Alors, problème pour Yves Rocher, ils se rendent compte, au bout d'1 an et demi, qu'ils ont une rotation de leurs ouvriers, et en particulier de leurs ouvrières, absolument énorme. Grosso modo, les ouvrières restent 6 à 7 mois dans l'entreprise. Alors, c'est un gros problème pour l'entreprise, parce que l'entreprise,
elle doit reformer quand il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, il faut la reformer, même si c'est une formation qui dure environ 1 mois. Bon, ben, quand même, c'est un effort, ça coûte. Il commence à se gratter la tête et il demande à un de mes étudiants, qu'est-ce qui se passe? Alors cet étudiant, quoi qu'étant un économiste, il a cette idée très logique de dire, il faudrait peut-être regarder la sociologie de vos ouvrières. Qu'est-ce qu'elles font? Et il se rend compte que, ce sont des ouvrières qui sont relativement jeunes, qui ont entre 20 et 35 ans. 2, ce sont des mères de famille. 3, elles sont à 40% divorcées, c'est-à-dire qu'elles élèvent seules leurs ou leurs enfants. Et donc, elles ont un problème de garderie, en particulier pour celles qui ont des enfants les plus petits. Or, à l'époque, la ville de Nijni Novgorod, puisque l'usine était à Nijni Novgorod, ne fournit pas de crèches, ou a très peu de crèches, et ce sont des crèches qui sont essentiellement réservées au personnel municipal. Donc, mon étudiant va voir le directeur de l'usine et lui dit, il faut que vous créiez la crèche, le Dietski Sad, l'école maternelle dans l'entreprise, et ajoutez-y 1 ou 2 médecins qui se soient spécialisés sur la question des enfants. Et progressivement, l'usine a reconstitué cette sphère sociale typiquement soviétique, puisque avant, les usines soviétiques, elles avaient ça, le Dietski Sad, et ça a stabilisé l'emploi dans l'entreprise. Donc, vous voyez que c'est un problème qui est réellement complexe. Même chose, par exemple, pour Renault en Russie. Bon. Renault, maintenant, a acheté Lada, mais au début se développe avec Avtozavod à Moscou, qui est une entreprise mixte, et même chose, ils disent on va bien payer nos ouvriers, mais vraiment, la sphère sociale, on ne veut pas en entendre parler, c'est pas notre travail. Et si vous voulez, c'est une réaction logique pour un patron français. Si vous voulez, un patron ou un administrateur français, il va réagir comme en France, et il dit, oui, vous avez la sécurité sociale, mais c'est pas l'entreprise qui s'en occupe, et l'entreprise, on veut bien vous payer. Même chose, en 2006-2007, ils se rendent compte qu'un certain nombre de leurs ouvriers quittent l'usine pour aller travailler chez des espèces de grands garagistes qui sont les distributeurs des voitures Renault. Parce que, il faut savoir qu'en Russie, vous avez l'usine qui produit les voitures, et puis vous avez les distributeurs, c'est pas les mêmes. Or, ces distributeurs payent un petit peu plus les ouvriers et surtout les contremaîtres. Donc, il y a une espèce d'hémorragie de la main. Là, les gens, alors, je travaillais à l'époque un petit peu avec eux, et, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que vous leur donniez des avantages qui soient liés à leur emploi et qui fassent qu'ils aient des raisons d'accepter un salaire peut-être un petit peu plus faible que chez le distributeur, parce qu'ils vont s'y retrouver dans le long terme. Et Renault a commencé à se porter garant pour des emprunts de logement que faisaient les familles de ces contremaîtres, de ces ingénieurs ou de ces ouvriers, qui étaient plutôt des ouvriers qualifiés. Et là encore, ça a immédiatement fait baisser ce qu'on appelle le taux de turnover, c'est le taux de rotation de la main-d'œuvre, et ça a permis de stabiliser la main-d'œuvre. Donc c'est intéressant. On voit que toute une série de méthodes typiques du système soviétique, disons du système soviétique constitué, c'est à partir des années 30, 40 et 50, se retrouvent aujourd'hui dans des entreprises, et donc on va dire, c'est un héritage du système soviétique, mais en fait, ce n'est pas du tout par nostalgie qu'on l'a créé, c'est parce que ça répond à un besoin
et un besoin qui existait sous le régime soviétique et qui existe d'une certaine manière toujours ici. Donc, ça, c'est d'une certaine manière, oui, effectivement, factuellement, un héritage direct, mais on voit que, en fait, la question est nettement plus compliquée. Et à votre avis, est-ce qu'il y a un héritage soviétique dans les mœurs, dans le caractère des Russes? Alors, dans les mœurs, il y a, je dirais, moins un héritage qu'un folklore. Alors, il faut toujours se rappeler une citation que j'adore, qui est dite par un grand anthropologue, je crois que c'est, je ne sais plus si c'est Lévi-Strauss ou Robert Jolin qui l'a dit. Il a dit « Le folklore, c'est ce qu'il reste d'une culture quand elle est morte. » Bien sûr, il y a un folklore très soviétique. Alors, avec des amis, je me suis retrouvé en sortant d'un restaurant en train de chanter des vieilles chansons soviétiques. Bien. C'était à Moscou ou à Paris? À Moscou. À Moscou, pas qu'à Moscou d'ailleurs, à Sochi, voilà. Bien. Il y a toute une série de comportements. Il y a aussi cette idée, il faut montrer que l'on est, alors, si je traduis littéralement, cultivé, mais ça va au-delà de la culture au sens français du terme, si on a une bonne éducation. Par exemple, si je vais voir un de mes amis, il n'est pas concevable que j'arrive sans un bouquet de fleurs pour sa femme. Et ça, cette idée de dire, nous sommes bien éduqués, nous ne sommes pas comme ces gens qui sont sans culture, avec là encore ce sens très péjoratif qu'il y a dans le mot bieskultur en russe, c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, date de l'époque soviétique. Alors oui, voilà, ça ce sont des choses qui restent. Je ne me verrai pas arriver chez des amis sans un bouquet de fleurs pour la femme. Ça c'est une chose. Il y a aussi des tics de langage, des manières de réagir, une méfiance assez instinctive vis-à-vis de l'étranger aussi, qui est typiquement quelque chose, alors là pour le coup hérité du passé soviétique. Étranger comme quelqu'un qui vient de l'étranger ou quelqu'un qui n'est pas de la famille par exemple? Qui vient de l'étranger. Qui vient de l'étranger. Même si ça peut exister aussi un petit peu du côté quelqu'un qui n'est pas de la famille, mais et là, si vous voulez, j'ai vraiment vu le tournant. Il y a eu des années 1990 à 1998, il y a eu une espèce de, je dirais, de xénophilie. Vous savez, la xénophobie, c'est la haine de l'étranger. La xénophilie, c'est l'amour de l'étranger. Et à cette époque-là, on retrouvait, comme on trouve d'ailleurs dans la société algérienne, dans la société tunisienne, dans la société marocaine, pour la société que je connais, cette idée que tout ce qui est fait à l'étranger est supérieur à ce que l'on fait en Russie. Ce qui peut être vrai, ce qui peut ne pas être vrai. Bon. Et puis, alors, le point de rupture, ça a été à l'évidence la crise de 1998. La crise de 1998 et ses conséquences ont provoqué une forme de basculement dans la psychologie des Russes qui s'est remise à considérer l'étranger comme un facteur d'agression, un facteur dangereux pour la Russie. Mais maintenant, en fait, il y avait des signes avant-coureurs qui datent d'avant cette crise. Par exemple, en 1996, alors vous allez demander qu'est-ce que va faire un économiste dans un défilé de mode. Ben, certains de mes amis travaillaient dans le milieu de la mode et ils m'avaient invité. Donc, c'est l'hiver 96-97. Et je vais dans un défilé de mode, donc qui était
en octobre, où on voyait les manteaux que les Russes porteraient en janvier, février de l'année prochaine. Et la première chose qui me frappe, c'est que ces manteaux reprennent les formes des uniformes de la guerre civile. Vous savez, le bonnet à pointe, qui est typique, qu'on voit dans toutes les photographies de la guerre civile, cette espèce de grands manteaux de coupe militaire évasés vers le bas, qui tombent très bas sur les jambes. Et, après le défilé, je me dis à mes amis, mais écoutez, c'est étonnant. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous êtes en train de revisiter, enfin le monde de la mode, je dis pas vous, mais le monde de la mode, est en train de revisiter, d'une certaine manière, la période constitutive de l'Union soviétique, la période de la guerre civile. Beaucoup vont dire, oui, c'est vrai. C'est vrai, tu as tout à fait raison, on ne comprend pas la raison, mais c'est très vrai. Comme si la très grande xénophilie et je dirais la très grande haine ou dégoût par rapport au régime soviétique, qui pouvait être justifié d'ailleurs sur un certain nombre de points. Je ne suis pas en train de vous dire que voilà, les Russes étaient partis dans un espèce de rêve. Non, on peut le comprendre aussi. Bon, mais grosso modo, ils en avaient eu assez. Et ils souhaitaient revenir à, je dirais, des choses qui leur rappelaient plus leur pays. Et dans ces choses qui leur rappelaient plus leur pays, spontanément, ils ont recherché des choses qui rappelaient plus le passé soviétique. Mais alors, c'est intéressant, c'est pas un passé soviétique récent. Autrement dit, c'était pas du tout des références qui étaient faites aux habits des années 70 ou des années 60. Non, c'était d'emblée des choses de 1919, 1920, 1921, 1922, si vous voulez. Et ça, après, si vous voulez, postérieurement, hein, et quand il y a eu surtout ce grand basculement lié à la crise de 1998, je me suis dit, finalement, cette espèce de retour vers des codes vestimentaires de la société soviétique, ça annonçait quelque chose que j'ai pas su voir, mais qui est en train de se développer maintenant. Merci. J'aimerais ajouter un peu. Vous avez dit que un des vestiges de l'époque communiste, c'est que par exemple les Russes sont cultivés, comme quand vous veniez avec des fleurs. Je me suis intéressée un peu à ce sujet, mais un peu dans le domaine linguistique. Par exemple, quand les gens venaient de la campagne, à l'époque soviétique, vous avez dit les ouvriers à l'usine, dans la plupart des cas, ils étaient très peu cultivés. Et du coup, ils commençaient à apprendre, par exemple, les mots du dictionnaire, comment on prononçait, par exemple, mettre les accents, d'où viennent les disputes à propos de coiffure, féminin ou masculin. Parce que les gens voulaient être très stricts à la norme et ils oubliaient tout. Je voulais vous demander, et que pensez-vous du sentiment de manque? Moi, je pense qu'un des vestiges du communisme, dans les Russes même de nos jours, c'est que les Russes ont peur de manquer de quelque chose, comme c'était à l'époque communiste. Alors, oui, il y a ce sentiment de peur de manquer. Alors, il y a des comportements aussi qui sont typiques d'anciens pays pauvres. Le fait, par exemple, qu'on mette une quantité de nourriture sur la table, quand on invite quelqu'un, qui est bien supérieure à ce que l'ensemble des convives pourront manger. Ça, c'est moi que vous avez été invité, évidemment. Non, mais bon. Et vous savez, c'est tellement systématique aussi. Bon. Mais ces manques, ils renvoient aussi au manque d'avant la Révolution. Parce que, sauf pour une petite élite, sur les 160 millions de sujets de l'Empire tsariste, il y en avait grosso modo 140 qui connaissaient régulièrement des disettes, voire des famines. Donc, de ce point de vue-là, il y a bien eu, je dirais, une espèce de continuité entre la société russe tsariste
de l'Empire. Et la société communiste, en particulier au moment de la grande famine de 1931-1933, mais il y a eu aussi, il faut le savoir, le retour d'une forme de famine après la guerre, 45-47, bon, etc. Bon, il y a évidemment, ça a inscrit dans les mémoires cette peur de manquer. Et ça, oui, c'est quelque chose de typique, mais là encore, pour moi, c'est plutôt un mélange entre un héritage tsariste, un héritage impérial, et un héritage russe. Grosso modo, la Russie a été un pays de pénurie et de famine, grosso modo du XVIIIe siècle, hein, peut-être même avant, jusqu'au milieu du XXe siècle. Et donc ça, évidemment, ça construit des mémoires, ça construit des mécanismes aussi de protection. Le fait que on maintient un taux d'épargne qui est extrêmement important, etc. On est très loin d'une société d'abondance, avec énormément de guillemets, parce que c'est pas de l'abondance pour tout le monde, mais grosso modo, les sociétés occidentales renvoient l'image d'une société d'abondance et ça a construit les comportements des nouvelles générations. C'est un problème, c'est quelque chose qu'on remarque en France. Les gens de ma génération sont mal à l'aise avec les comportements des gens qui ont une trentaine d'années parce qu'on a plus le souci d'une épargne, bon, etc. Et nos parents, eux-mêmes, nous considéraient, nous, comme des dépensiers et épargnaient beaucoup plus que nous. Donc, on peut mesurer, si vous voulez, comment sur 70 à 80 ans, s'est construit l'idéologie d'une société de l'abondance, même si c'est très largement une idéologie. Hein. Il y a des gens qui ne vivent pas du tout dans l'abondance en France, et commence à modifier le comportement des générations. Pour la Russie, peut-être que ça viendra dans 30 ou 40 ans, mais pour l'instant, c'est encore le poids des pénuries, des famines qui se sont étalées sur plusieurs siècles, qui continuent de peser très largement sur la mentalité des Russes. Merci. Encore une question. Je pense que peut-être que vous l'avez remarqué. Quand moi, je travaillais avec des cadres français qui venaient travailler en Russie, ils me parlaient souvent d'une difficulté. C'est que au bureau, il fallait donner des ordres et que le système était beaucoup plus vertical qu'en France. Qu'en pensez-vous ? Alors, tout à fait. En sachant que ce système vertical a existé en France, et dans les entreprises et dans l'administration jusqu'aux années 1950, que, en fait, l'idée de la responsabilité, de la délégation de responsabilité, c'est une idée relativement nouvelle, c'est une idée qui est très liée avec des formes de gestion moderne. Bon, donc, nous parlons là, évidemment, bien plus de la France des années 90-2000 que de la France des années 1930 ou 1950, mais c'est absolument une réalité. Et effectivement, l'idée que un responsable, alors que ce soit dans l'administration ou que ce soit dans une entreprise, donne des ordres, vérifie leur application, et surtout, pour reprendre une formule soviétique, que le sol doit trembler quand il descend dans l'atelier, c'est une formule typique que l'on retrouve dans la presse soviétique des années 1930, de la fin des années 1930. Oui. Est-ce que c'est un héritage soviétique ? C'est plus douteux. C'est plutôt, je dirais, le réinvestissement dans le langage soviétique de pratiques de commandement qui existaient déjà sous l'Empire tsariste. Sous l'Empire tsariste, la verticalité de l'administration était la règle. Alors, je ne dis pas qu'elle était toujours respectée. Plus on s'éloignait de Moscou, plus les gens en faisaient à leur guise. Hein.
faut quand même se souvenir des âmes mortes. Mais ce qui est intéressant dans les âmes mortes, c'est que quand on apprend que quelqu'un de Moscou va venir, on se trompe si vous voulez, et tout est construit sur ce quiproquo. Évidemment, on vit dans la terreur totale. On va se retrouver face à l'autorité, et l'autorité qu'on doit craindre en plus. Non. Ça, si vous voulez, c'est quelque chose de très consubstantiel au système tsariste, qui a été repris à partir des années 1920, la moitié des années 1920, et surtout des années 30 et 40, dans le système soviétique. Alors oui, effectivement, c'est difficile pour un cadre français de se couler dans ce modèle de comportement. On ne lui a pas expliqué que dans notre pays, les cadres décident de tout. Pour reprendre la phrase de Staline. Et ça reste extrêmement inscrit dans la mémoire du Russe actuel. Bon, et ça, si vous voulez, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et là, on fait le lien immédiatement entre le fait que le pouvoir réel de quelqu'un tient moins à ses attributions officielles qu'au fait qu'il soit considéré comme proche du propriétaire ou du directeur de l'entreprise, ou proche d'un haut responsable de l'administration, qui lui-même est réputé être proche du président. Là aussi, si vous voulez, c'est des choses qui vont de pair. Et par ailleurs, dans le système soviétique, il y avait une réaction contre cette situation. Parce que, en même temps que vous aviez tout ce discours, le cadre décide de tout, enfin les cadres décident de tout, le sol doit trembler quand l'ingénieur principal arrive dans l'atelier. Bon. Vous avez toute une série d'articles qui expliquent, mais nous manquons d'initiative. Le problème de l'Union soviétique, c'est la passivité des gens. Aktivnost. Le terme d'activnost, être actif, qui en fait veut dire prendre des initiatives. Hein. C'est pas être actif n'importe comment. Il est très important. Il est très important dans le monde de l'industrie. Il est très important dans le monde militaire. Il y a peut-être des centaines d'articles qui parlent justement de cette nécessité d'activnost au sein des officiers, mais aussi au sein des responsables, au sein des ingénieurs, etc. Ce qui veut dire que, en même temps, il y avait cette espèce de pression, de poids culturel qui venait du tsarisme et qui avait été repris par le système soviétique, qui allait dans le sens d'une verticalité totale du système, mais qu'il y avait aussi la prise de conscience dans le régime soviétique, hein, que ça posait d'énormes problèmes, et on essayait de contrebalancer cela. Et l'un des problèmes majeurs de l'organisation du travail en Union soviétique, hein, ce que moi j'ai pu constater quand j'ai étudié ce qui se passait dans les années 50, 60, 70, c'est qu'on n'a jamais réussi à trouver l'articulation juste entre ces deux problèmes. C'est-à-dire que l'activnost, dès qu'il y a des problèmes, il y a non, c'est là encore la verticalité qui s'impose. Mais quand cette verticalité s'impose un peu trop longtemps, eh bien on voit immédiatement ressurgir les problèmes que dénonçait justement cette théorie de l'activnost. Il y a un véritable problème, je dirais, de l'autonomie d'action et de direction des niveaux intermédiaires qui est posé en Russie et qui n'est toujours pas résolu. Monsieur Sapir, pourriez-vous donner, s'il vous plaît, à nos spectateurs des idées de lecture sur l'époque soviétique et peut-être qu'ils pourraient même trouver ces livres dans la librairie du Globe? Alors, si vous voulez, c'est assez compliqué parce que ce à quoi j'ai fait référence, ça renvoie en fait à des travaux qui sont plutôt des travaux universitaires. Il est clair, par exemple, que
dans des romans. Je pense par exemple dans le premier cercle de Solzhenitsyn. Il est fait référence à ce type de comportement. Grosso modo, dans les romans des années 60 à 70, qui ont été publiés en Union soviétique, et dont certains sont traduits, il y a beaucoup de choses, alors sous une forme romanesque bien sûr, mais qui disent des choses qui sont intéressantes. Autrement, eh bien, il faut regarder des ouvrages d'historiens. Je pense aux différents ouvrages de Moshe Levin, sur Russie, URSS Russie, par exemple, qui, parce que Moshe Levin, qui était un très grand historien, a aussi regardé les modes de fonctionnement de la société. Et donc, il faudra plutôt regarder là dans des ouvrages universitaires qui ont été traduits, qui sont largement traduits en français. Après, si vous voulez, je voudrais juste ajouter que ça me touche beaucoup que l'on fasse cette émission ici à la Librairie du Globe, parce que j'ai beaucoup fréquenté la Librairie du Globe, comme je vous l'avais expliqué, dans les années 69, 70 et 71, et surtout l'année où j'ai préparé mon baccalauréat, pour une raison très simple, c'est que les manuels de mathématiques russes qui étaient traduits, mais certains n'étaient pas, certains étaient en russe, bon, étaient parmi les meilleurs manuels du monde, et c'était nos professeurs qui nous conseillaient d'aller dans cette librairie pour avoir accès à ces manuels dont ils disaient qu'ils étaient très supérieurs aux manuels français. Et effectivement, je pense que si j'ai eu mon bac, c'est grâce à ces manuels. C'est-à-dire, il y avait des manuels soviétiques qui étaient exportés en France? Tout à fait, tout à fait. Il y avait même des traductions qui étaient faites aux éditions du Progrès. Et c'était légalement? Absolument. Absolument, légalement. Je dois avoir encore, si je cherche bien dans ma bibliothèque, un manuel d'algèbre pour la classe de 11e, donc, qui correspondait grosso modo à la classe de terminale en France. Un manuel aussi d'analyse mathématique sur les fonctions. Et c'est vrai que la pédagogie qui était utilisée pour apprendre à un élève les mathématiques était beaucoup plus efficace. Je ne dis pas qu'elle était nécessairement meilleure, mais elle était plus efficace que la pédagogie dans les manuels français. Et donc, ça, je me dis, c'est peut-être un héritage soviétique, puisque ces manuels, ils ont été quand même faits, ils ont été testés, essentiellement dans les années 50 et les années 60. C'est peut-être là un héritage dont nous ferions bien tous de nous inspirer, parce que ça permet de faire de quelqu'un qui n'était en réalité pas très bon en mathématiques, ça lui a quand même permis de se hisser au niveau requis. Merci beaucoup, M. Sapir. C'est toujours un grand plaisir de vous écouter. Merci beaucoup, Diana. Спасибо. Choose